Au début du XXe siècle, un nouvel ordre international se met en place, basé sur le contrôle du pétrole. Les oligarques du pétrole, tels que les Rockefeller, les rois britanniques et les Rothschild, utilisent leur monopole sur cette ressource pour façonner le monde à leur image. Ils influencent l'éducation, la médecine, la guerre, et même le système monétaire international. Cependant, au XXIe siècle, cet ordre du pétrole semble toucher à sa fin. Les masses réalisent les conséquences destructrices de cette emprise et célèbrent l'avènement d'un avenir post-carbone, synonyme de fin de l'oligarchie du pétrole. Mais les oligarques du pétrole ne se soucient pas réellement du pétrole en lui-même, mais du contrôle qu'il leur confère. Ils sont à l'avant-garde de la transition vers une ère post-carbone, dans laquelle leur pouvoir sera consolidé. Ils cherchent à instaurer un nouvel ordre international dans lequel chaque aspect de la vie humaine sera contrôlé technologiquement, de l'énergie à l'argent en passant par le génome. Cette histoire expose les véritables intentions des oligarques du pétrole et la manière dont ils comptent y parvenir, à travers notamment la montée de l'eugénisme et du contrôle de la population. John D. Rockefeller III a organisé une conférence réunissant des chercheurs en médecine et en démographie pour discuter des problèmes de population. De là est née l'idée d'une organisation appelée le Population Council, financée par un don de 1,35 million de dollars de sa part. Cependant, derrière sa philanthropie se cachait en réalité un véritable contrôle. La charte du Population Council révélait son objectif réel, qui était de promouvoir la recherche et le contrôle de la population. La société eugéniste American Eugenic Society, dirigée par Frederick Osborne, a même transféré ses activités dans les bureaux du Population Council. Ainsi, le Population Council était en réalité une version masquée de la société eugéniste. Le mouvement eugéniste avait pour objectif d'éliminer les classes inférieures en considérant qu'elles ne répondaient pas aux normes des familles supérieures comme les Rockefellers. L'idée de l'eugénisme remonte au XIXe siècle avec des philosophies pseudo-scientifiques qui donnaient l'impression que ces caractéristiques étaient transmises par lignée familiale. Cela faisait partie de l'idéologie des élites qui cherchaient à créer une population génétiquement supérieure contrôlée par eux. Au Moyen Âge, le droit de règne des monarques européens était transmis par les arbres généalogiques, tandis que les roturiers étaient destinés à travailler la terre pour la noblesse. Cependant, l'effondrement du féodalisme a donné naissance à une classe marchande nouvellement riche, remettant en question les anciennes hiérarchies. Au XIXe siècle, une justification scientifique de la domination des élites était nécessaire, et l'eugénisme a émergé pour expliquer cette ascension des nouvelles grandes fortunes familiales. Cependant, l'eugénisme était une pseudo-science basée sur des critères arbitraires, tels que l'intelligence ou la pauvreté. Malgré son manque de fondement scientifique solide, l'eugénisme a trouvé écho chez certains chercheurs et a été utilisé pour justifier des politiques de stérilisation forcée ou de contrôle de la reproduction. Cette idéologie a également été importée aux États-Unis, influençant des chercheurs tels que Charles Davenport. Cependant, ces idées ont été largement réfutées par la suite. Dans cet extrait, il est déclaré que Charles Davenport, un défenseur de l'eugénisme, croit que la société doit se protéger en éliminant les individus jugés génétiquement inférieurs. Il propose la création d'un bureau d'enregistrement eugénique pour classer chaque individu en fonction de sa lignée familiale et les éliminer du patrimoine génétique si leur valeur eugénique est considérée comme faible. Davenport obtient un financement de la Fondation Rockefeller, ce qui contribue à l'avancement de ses recherches et de l'eugénisme en général. L'eugénisme devient une cause sociale dans les années 1920, avec des personnalités telles que Margaret Sanger et Tommy Douglas qui prônent la stérilisation obligatoire des individus jugés inaptes à la parentalité. Même des personnalités respectées, comme John Maynard Keynes et Alexander Graham Bell, soutiennent l'eugénisme. Dans cette première heure, Charles Davenport, membre fondateur du conseil d'administration scientifique de l'Eugenic Record Office, fait campagne pour l'éradication de la race des sourds en empêchant les sourds de se marier. George Bernard Shaw, dramaturge et lauréat du prix Nobel, plaide également pour la création d'un panel gouvernemental qui justifierait l'existence de chaque individu devant lui, allant jusqu'à soutenir que ceux qui ne le font pas devraient être tués par l'État. Ces idées eugénistes se sont filtrées dans la culture populaire grâce au financement et à la promotion de la Fondation. L'Americanic Society sponsorise des concours de famille en meilleure santé et organise des prix pour les membres du clergé intégrant le message de l'eugénisme dans leurs sermons. Les eugénistes ont discuté de la possibilité de tuer les dégénérés, considérant cela comme le moyen le plus rapide pour atteindre leurs objectifs. Cependant, ils réalisent que cette approche est politiquement et judiciairement impossible à l'époque. À la place, ils se tournent vers la stérilisation forcée,
adopté pour la première fois en Indiana, en 1907. Mais cela ne suffit pas aux eugénistes, qui décident de contester la constitutionnalité des lois et de porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Ils trouvent un cas en Caroline Buck, une jeune femme considérée comme épileptique et faible d'esprit, mais dont les faits sont en réalité falsifiés. La Cour suprême vote en faveur de la stérilisation forcée de Buck, confirmant ainsi la constitutionnalité de la loi sur la stérilisation eugénique de Virginie. La décision de la Cour suprême, rédigée par le juge Oliver Wendell Holmes Jr., justifie la stérilisation forcée des personnes considérées comme dégénérées, en invoquant le droit du gouvernement de protéger sa population. Cette décision ouvre la voie à de nouvelles lois sur la stérilisation forcée, qui sont désormais fièrement appliquées. Les fondations Rockefeller ont joué un rôle clé dans la promotion de l'eugénisme, en finançant des scientifiques allemands et en contribuant à l'établissement de programmes eugéniques en Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme a été rebaptisé et a continué à influencer la société grâce à des idées sur le contrôle de la population et la stérilisation. Les Rockefeller ont été impliqués dans ces mouvements via des fondations telles que l'American Eugenic Society et le Population Council. Les Rockefeller se considéraient comme les gardiens de la planète, protégeant la société en promouvant ces idées. De nombreuses personnes génétiquement inférieures ont commencé à remettre en question le mouvement environnemental moderne, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner cette quête. Ils ont simplement décidé de la présenter sous un autre nom. Maurice Strong, originaire d'une famille pauvre de la campagne manitobaine, a été amené à devenir l'un des oligarques du pétrole les moins probables pour le changement climatique. Son ascension fulgurante vers la richesse et l'influence politique est remarquable, avec de nombreuses organisations environnementales qu'il a fondées, des conférences qu'il a présidées et des campagnes qu'il a dirigées. Maurice Strong a même dirigé des grandes compagnies pétrolières tout en s'impliquant dans les mouvements environnementaux. L'histoire de l'émergence du mouvement environnemental montre comment la famille Rockefeller a fourni les fonds et le soutien nécessaires pour orienter ce mouvement selon ses propres objectifs. Ils étaient également adeptes de l'eugénisme, mais comprenaient qu'ils devaient donner une nouvelle forme à leurs travaux dans ce domaine. Maurice Strong a joué le rôle parfait pour réintroduire les idées eugéniques impensables en utilisant l'UNESCO comme tremplin. Avec d'autres cofondateurs, ils ont créé le Fonds mondial pour la nature pour sensibiliser le public à la nécessité de la conservation. Cette approche était soutenue par les oligarques du pétrole qui étaient également responsables de la pression exercée par la population humaine sur les ressources de la Terre. Les Rockefeller ont financé la propagande visant à trouver un remède à la soi-disant maladie de l'humanité, qui devait être découvert aux Nations Unies, dont le siège avait été offert par cette même famille. La première étape de la découverte de ce remède a été la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972, supervisée par Maurice Strong, et qui a jeté les bases institutionnelles du mouvement environnemental moderne. Maurice Strong, grâce à ses relations avec les oligarques du pétrole, a réussi à gravir les échelons et à être présent au moment opportun. Il a abandonné l'école à 14 ans et a trouvé du travail dans le nord du Canada. Il a été introduit dans le monde du pétrole grâce à son contact avec Wild Bill Richardson, marié à une famille pétrolière. Strong a été présenté à Noah Mono, qui lui a obtenu un emploi à l'ONU, et l'a présenté à David Rockefeller. À partir de là, Strong était toujours accompagné de Rockefeller et de ses associés. Strong a ensuite travaillé pour la société Coltex de Rockefeller en Afrique, avant de revenir au Canada et de fonder sa propre entreprise. Il a tiré pleinement parti de ses relations et opportunités, notamment en étant nommé administrateur de la Fondation Rockefeller. Il a également été le premier directeur du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Malgré son engagement dans le secteur pétrolier, il a été nommé président de Petro-Canada, la société pétrolière nationale du Canada. Après cela, Strong a occupé divers postes dans le gouvernement, le secteur privé et sur la scène internationale, grâce à ses connexions et soutiens. Maurice Strong a organisé le 4e Congrès mondial sur la nature, une conférence sur l'environnement à Denver, dans le Colorado. Cet événement a rassemblé des personnalités telles que David Rockefeller, Edmond de Rothschild et James Baker pour discuter de l'environnement. Cependant, les discussions révélaient des idées eugéniques, en prônant l'utilisation d'un programme quasi-élitiste pour résoudre les problèmes environnementaux, ignorant ainsi la participation démocratique. George Hunt, un homme d'affaires qui avait assisté à la conférence, a publié des enregistrements pour avertir le public des objectifs ultimes de ce groupe. La conférence a abouti à la création de vastes zones de nature sauvage, exclusivement réservées au public, supervisées par l'IUCN.
Elle a également été l'occasion de proposer la création d'une Banque mondiale de la conservation, coordonnant le financement des projets de développement dans le monde entier. Ce concept a été réalisé lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro, qui reste l'un des événements clés du mouvement environnemental. Le programme de Maurice Strong et des oligarques du pétrole visait à préparer le Sommet de la Terre de Rio, en promouvant des initiatives environnementales. Edmond de Rothschild a créé la Banque mondiale de la conservation, qui finance des projets environnementaux dans le monde entier. Les partenaires de mise en œuvre comprennent l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds mondial pour la nature. Cette initiative implique l'échange de l'allègement de la dette des pays du tiers-monde contre l'utilisation de leurs terres pour des projets de développement environnemental. Cependant, cela entraîne souvent la disparition des populations indigènes, comme les aborigènes de l'île de Palawan. Le Sommet de la Terre a également donné naissance à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est soutenue par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Cependant, Maurice Strong aurait limité délibérément les causes naturelles du changement climatique dans les termes de référence du GIEC, ce qui a conduit à la conclusion selon laquelle l'humanité est responsable du changement climatique. En outre, le Sommet de la Terre a donné lieu à la Charte de la Terre, un document promouvant la responsabilité environnementale mondiale. Ce document a été critiqué car il proposerait des changements fondamentaux dans nos valeurs, nos institutions et nos modes de vie, et inciterait à la création d'une communauté mondiale durable basée sur les principes de la Charte de la Terre. Il est donc suggéré que le programme de Maurice Strong et des oligarques du pétrole visait à préparer le terrain pour le Sommet de la Terre de Rio et à favoriser des initiatives environnementales, mais que certaines de ces initiatives ont des conséquences négatives sur les populations indigènes et que la conclusion selon laquelle l'humanité est responsable du changement climatique est prédéterminée. De plus, la Charte de la Terre est présentée comme un document provocateur qui propose des changements profonds dans la société. La Charte de la Terre est un instrument international juridiquement contraignant sur l'environnement et le développement. Elle est dérivée du premier sommet de la Terre et a été publiée dans l'annexe d'un livre. Elle représente un pacte avec le monde et a été signée par la plupart des nations aux Nations Unies, avec Stephen Rockefeller comme principal auteur. Ce document religieux et humaniste cherchait à unifier le monde autour d'un concept de mondialisation. Cependant, les oligarques du pétrole ont rapidement réalisé l'importance de l'inclusion d'une croyance religieuse pour justifier leurs actions. Ils ont réussi à se présenter comme des écologistes en croisade pour sauver la planète, notamment en utilisant le discours de réduction de l'empreinte carbone et de diminution de la population. Les masses indignées par les ravages causés par l'industrie pétrolière ont été satisfaites de voir cette indignation dirigée par les mêmes oligarques qui financent et soutiennent secrètement le mouvement environnemental. Ces oligarques, tels que la famille Rockefeller et David de Rothschild, ont pu se présenter comme des écologistes alors qu'ils continuent d'investir dans le pétrole. Le prince Charles et d'autres personnalités ont également contribué à promouvoir l'agenda écologique des oligarques du pétrole. Finalement, il s'agit d'un contrôle et d'un agenda technocratique. La théorie du pic pétrolier, popularisée par Marion King-Hubert, était en réalité un mensonge bien ficelé pour préparer le marché à une pénurie artificielle et maintenir les prix du pétrole élevés. Cette prédiction reposait sur des suppositions erronées et des méthodes douteuses. Ainsi, les oligarques du pétrole ont pu se positionner pour un avenir post-carbone et maintenir leur contrôle et leur influence. La technocratie était un mouvement qui proposait un nouvel ordre économique international géré par une poignée de technocrates. Ils voulaient appliquer la méthode scientifique aux problèmes politiques et économiques de la société. Ils critiquaient le capitalisme et cherchaient à le remplacer par un modèle économique basé sur la conservation des ressources. Ils s'inspiraient du socialisme scientifique, du positivisme et des principes de gestion scientifique. Ils croyaient pouvoir améliorer les conditions sociales et économiques en contrôlant et en administrant la société. Ils ont été influencés par des figures telles que Henri Saint-Simon, Auguste Comte et Frédéric Taylor. Les technocrates prévoyaient même de remplacer l'argent par des certificats d'énergie. Le mouvement technocratique a attiré des ingénieurs sérieux ainsi que des excentriques. C'était un mouvement populaire il y a près d'un siècle, mais il est tombé en disgrâce dans la société actuelle. Le séjour de Butler et Hubbard à Columbia a pris fin brutalement lorsqu'Howard Scott, l'un des promoteurs de la technocratie, a été découvert comme étant un imposteur. Ils ont tous été renvoyés de l'université. Scott s'est retrouvé sans argent, mais a été soutenu par King Albert qui lui a permis de vivre dans son appartement.
Scott s'est alors consacré à définir les principes de la technocratie en écrivant un cours d'études qui exposait la vision d'une abondance de richesses physiques pour tous les citoyens, à travers un contrôle technologique continental et un système monétaire basé sur des certificats d'énergie. Selon Scott, la technocratie nécessiterait un enregistrement en continu de toute la production et consommation pour créer une égalité des achats et une planification centrale. Bien que les idées de Scott aient attiré de nombreux adeptes, sa conduite excentrique a finalement conduit à la perte du mouvement. Le mouvement technocratique Inc., qui envisage une société ordonnée et contrôlée où l'énergie serait la valeur fondamentale, existe encore aujourd'hui, mais sous une nouvelle forme. Les oligarques du pétrole ont repris cette idée pour développer un ordre économique basé sur l'énergie, avec des mesures telles que le rationnement du carbone, le commerce du carbone et les taxes sur le carbone. Ils ont contribué à la création de régimes comme le plafonnement des émissions de dioxyde de soufre et le marché du carbone pour le dioxyde de carbone. Des groupes environnementaux et des banques d'investissement comme Goldman Sachs ont également soutenu ces initiatives. Al Gore, lui-même issu d'une famille liée au pétrole, a joué un rôle important dans la promotion du marché du carbone et a fondé une entreprise qui vend des compensations carbone. Cette relation entre les intérêts pétroliers et le marché accent aigu du carbone est un exemple du phénomène plus large où les grandes entreprises et les élites économiques profitent de ces régimes. L'Union européenne et les membres du Partenariat américain pour l'action climatique font partie des grandes compagnies pétrolières qui cherchent à promouvoir les taxes sur le carbone et le commerce du carbone. Ces mesures visent à contrôler l'énergie et à rationner le carbone. L'accord de Paris en 2015 a été un pas important vers cette vision technocratique. Cependant, il faut être conscient que ces compagnies pétrolières soutiennent cet agenda pour contrôler tous les aspects de notre vie quotidienne. Le contrôle des ressources et de la population est leur objectif ultime. Le documentaire met en avant le fait que tout ce que l'élite cherche à accomplir, tel que le réchauffement climatique, l'agenda 2030 ou l'eugénisme, ne sont que des prétextes pour consolider et exercer un pouvoir coercitif. Les oligarques du pétrole cachent leur véritable objectif derrière des écrans de fumée tels que le développement durable et l'économie post-carbone. Le but ultime est de contrôler la planète entière, y compris ses ressources, en monopolisant l'énergie et la nourriture. Le film met en avant les liens entre Big Oil, Big Pharma, le génie génétique, la révolution verte, le mouvement environnemental, l'eugénisme et la technocratie. L'histoire de l'empire du pétrole, initiée par Rockefeller, est évoquée pour souligner le fait que l'escroquerie a évolué mais que l'essence reste la même. Maintenant que le véritable agenda des oligarques est révélé, il est important de diffuser cette information pour mener une lutte vers la liberté et la justice. Je reçois des dons qui me permettent de continuer à traduire des vidéos quotidiennement. Je vous encourage à prendre soin de vous, et à bientôt.